tu veux l'histoire de ce tableau? Alors déjà, il y a deux tableaux, à peu près plutôt similaires, dont l'un est en couleur, ici présent, et puis l'autre est en noir et blanc. Et en ce moment, il est exposé au centre Pompidou-Metz. Et donc ce tableau est en référence à Lacan, puisque l'exposition se réfère à Lacan et l'art. Et effectivement, Lacan est un des derniers possesseurs, acquéreurs de l'origine du monde, en fait, de Courbet. Et il avait ça dans son cabinet, mais ce tableau était en fait caché, était voilé par un dessin d'André Masson. Donc c'est apparemment Lacan qui avait demandé, d'ailleurs c'est pas apparemment, qui avait demandé à André Masson de faire un dessin à la dimension du tableau pour qu'il puisse en fait le glisser devant et finalement le retirer avec un système pour pouvoir lui observer l'origine du monde de Courbet en fait. Alors après c'est toujours des idées qui vous tombent le matin comme ça. Eh bien, je ne sais pas, du haut du plafond. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je peigne l'oreille de Lacan. Et c'est effectivement, alors j'ai pris des photos de Lacan, tout ça, et j'ai reproduit, enfin, c'est pas moi d'ailleurs, j'ai eu l'idée, en fait, de faire le collage comme ça entre l'origine du monde et l'oreille de Lacan. Le fait qu'il y ait une relation comme ça assez forte avec la pulsion sexuelle, ce que Freud appelle aussi la pulsion de vie. Le fait que, eh bien, pour Freud, la pulsion de mort soit issue de la pulsion de vie, donc c'est le phénomène principal. Et Lacan est assez d'accord, apparemment, avec Freud sur le fait que, bien, à l'origine, finalement, principalement, c'est la pulsion de vie, la pulsion sexuelle, finalement. C'est une pièce réalisée en fait de jeunesse. Et alors, elle se trouve toujours sur mon bureau. Et il y avait une question de design. Et donc je voulais en faire une lampe. Et je me suis dit, mais en fait, mais oui, mais cette pièce, il faudrait en faire une pièce de design. Il faudrait en faire un crâne pour un crayon. Donc hop, fini la lampe. Et effectivement, on a fait ça. Des crayons comme ça, des crayons de couleur. Alors, donc il y a la couleur qui sort des yeux, du crâne, tu vois. Petite métaphore comme ça. Puis on a une petite carte de Marcel Brotters aussi que j'aime beaucoup, qui est toujours là sur mon bureau. Et ce sont les animaux de la ferme, donc on a des bovins. Et puis là, ça a l'air d'être... Et en fait, sous ces bovins est marqué Chevrolet, Cadillac, Maserati, bref, des marques de voitures. Et j'aime beaucoup cette petite carte. Donc voilà, c'est des choses qui m'accompagnent en fait. C'est un peu comme tout ce qui est un peu autour de ce bureau. Voilà. Jacqueline Horace, c'était une prof à l'école des Beaux-Arts de Bourges. Et Jacqueline, c'était une céramiste comme ça, qui avait une espèce d'aura. Et d'aura un peu de gourou, quoi. La céramiste un peu gourou avec les étudiants. Et j'avais eu l'honneur, le privilège d'aller chez elle un jour. Et il y avait une pile de livres comme ça, avec tout en haut de cette pile, un Spinoza, en fait. Et c'était l'éthique de Spinoza, je m'en souviens. Et là, j'ai fait la jonction comme ça. Et j'étais en première année. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible. La philo et le travail manuel, le côté céramique, le côté... le travail de la terre, vraiment. Puis le travail de la terre, c'est, on met les mains dans le cambouis, quoi, tu vois. Enfin, je me suis dit, c'est possible. Et là, il y a eu une espèce de petit déclic. Alors, c'était déjà en cours, le rapport, en fait, au savoir, à la philo, la frustration énorme que j'avais de ne pas être à la hauteur. Tu vois, après, c'est... l'histoire de classe sociale, tu vois, prolo, alors et puis plus que prolo, c'est un peu ce qu'on appelle lumpenprolétariat, donc les gueux prolétaires, selon Karl Marx. Et finalement, la philo, c'était un moyen pour moi de m'élever,
Ça se construit, ça réfléchit, ça analyse, ça imagine, tu vois, ça invente. Alors ça, c'est un truc très important pour moi. C'est découverte, invention, création. Et ça, c'est un truc qui est vraiment l'acte de création. C'est ça qui m'intéresse, plus que l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, tu vois, c'est un truc... D'ailleurs, je dis que je fais des déchets culturels, moi. Alors justement, ce film est plutôt bien, parce que ce matin, on a discuté comme ça sur une pièce et tout, et puis ça m'a fait revisiter le titre de cette pièce. Et en fait, alors je l'avais appelé Saint-Clown, voilà, de manière un peu littérale. Et puis je sais pas pourquoi, enfin tu vois, voilà, discussion, hein, ça, tout à coup il y a un truc qui me traverse l'esprit, je me dis clown, nez de clown, clowné. Je me dis, oh mais non, il faut que ça s'appelle absolument Georges Clooney. Et effectivement, Georges Clooney, il y a un saint derrière, alors, je ne sais pas trop s'il y a un rapport, mais ça me fait rire en fait, plus que Saint-Clown, tu vois, enfin, plus que le truc littéral. Je pense que le titre est toujours assez important. Il y a un côté comme ça, avec les mots, cette espèce de superposition, voilà, de coupe, puis de raccord comme ça. Et ça crée, ça invente aussi, eh bien régulièrement, finalement, des nouveaux mots. Hein, comme ce terme-là qui me fascine, paléo-libertarien. Enfin, déjà libertarien, c'est déjà un truc. Tu rajoutes paléo devant, comment tu comprends ce truc-là? Enfin, ça aussi, c'est complètement surréaliste, tu vois. Et pourtant, ce sont des gens très savants qui l'ont mis en avant, tu vois. Ça me fait toujours marrer de créer comme ça des espèces de concepts. Bon. Et là m'est venue l'idée eh bien, de créer un nouveau concept qui serait au fondement du néolibéralisme. Et j'ai trouvé le mot féolibéralisme. Et donc, l'idée, c'était de reprendre la phrase de la définition du fief, et en fait de remplacer le mot seigneur par le mot actionnaire et le mot vassal par le mot manager. C'est-à-dire que voilà, la définition du féolibéralisme est la suivante. Revenu concédé par un actionnaire à un manager en échange d'obligations de fidélité mutuelle, de protection de la part de l'actionnaire, de service de la part du manager. Alors évidemment, normalement, c'est de protection de la part du seigneur et de service de la part du vassal. Hein. Les entreprises aujourd'hui, finalement, sont des managers, les directeurs, hein, à la tête. Puis il y a les actionnaires derrière qui poussent, quoi. Et on a maintenant une culture de managers concernant nos ministres, nos députés, qui répondent aussi à des actionnaires. Il y a un rapport sans doute de plus en plus féodal au pouvoir. Évidemment, c'est une provocation, parce que bon, c'est aussi mon rôle hein, en tant qu'artiste de provoquer un petit peu, de questionner. C'est l'idée de mettre en scène finalement le féolibéralisme. Nouvelle notion pour qualifier finalement la société dans laquelle on vit ou dans laquelle on retourne, hein, dans laquelle on arrive, je ne sais pas trop comment dire, mais bon, voilà, un truc comme ça en fait. Alors je fonctionne par section plus ou moins. Parfois c'est une section à une pièce. Donc c'est plutôt par thématique en fait. Et là je suis un peu dans une série, je dirais, de sculptures existentielles. Alors c'est toujours l'occasion d'inventer des trucs un peu débiles comme ça, des sculptures existentielles. Et j'en ai fait une, alors toujours en chaîne. Alors je pense l'idée ce serait peut-être d'en faire une troisième. Alors je vais mettre ça sur le plancher. Et là c'est un escabeau. Finalement, en tant que sculpture existentielle, on peut monter dessus. Hop! Suis-je un cabot? Alors j'essaie d'avoir de l'humour, c'est pas toujours facile, mais avec de l'humour, avec de la distance, de l'autodérision. Hein. Voilà, et puis ça vient aussi de Lacan. Alors Lacan, oh nom de Dieu, voilà, on y retourne. Et en fait, Jacques Lacan, dans un de ses séminaires, parle de l'escabeau.
on monte notre petit ego sur un petit escabeau. Il y a vraiment, quand il en parle, on a vraiment ce mouvement d'élévation comme ça, mais médiocre. Et donc ça j'adore, moi, parce qu'il y a beaucoup d'humour en fait. Donc, escabeau, ouais. Et puis en plus, bon, on entend aussi le mot cabot, comme est-ce qu'on a un chien, est-ce qu'on est vraiment beau, tu vois. Enfin bon, c'est vraiment... Donc ça questionne quand même quelque chose de l'existence. Ici, je vais vous présenter eh bien, une petite synthèse. Alors une synthèse assez ambitieuse finalement concernant la chaîne économique de l'art. Et on peut dire aussi eh bien que les arts plastiques, puisque là se situent les arts plastiques pour moi, c'est la 9e roue du carrosse du ministère de la Culture. Et peut-être pouvons-nous parler de sous-prolétarisation de la profession. Effectivement, alors je vais verser dans la métaphore canine. Il y aurait effectivement à cet endroit-là les plasticiens. Plasticiens, eh bien, à un moment donné, ils deviennent les canichenins de l'aristocratie financière. Et là, on passe dans le privé. Là, on passe vraiment au sein de 2 marchés. Donc il y a le premier marché, effectivement, alors là, c'est les galeristes. C'était on vend eh bien, l'œuvre de l'artiste au collectionneur. Mais il y a surtout le second marché. Alors, je vais surtout parler du second marché. Et le second marché, c'est les salles des ventes. Sotheby's, Christie's, Drouot, et puis d'autres aussi en Chine, qui sont très importantes en ce moment. Et là, le truc, c'est qu'il y a une situation où, effectivement, eh bien, je dirais qu'il y a 99% de plasticiens, et puis 1%, comme ça, qui bien, deviennent français, je dirais français, qui deviennent finalement les canichenins de l'aristocratie financière. 2 choses très importantes à distinguer. C'est-à-dire qu'au sein du marché, en ce moment, en termes d'échange, si vous voulez, il y a 2 périodes. Il y a la période, alors soit qu'on appelle contemporaine, mais que j'appellerais plutôt moderne, et qui va des impressionnistes jusqu'à 1973. Alors cette date, pour moi, elle est très importante. Et d'ailleurs, très importante au sens où, et on pourrait dire que c'est la mort du représentant de l'art moderne, c'est de Picasso. Donc, la niche, niche fiscale, on pourrait dire aussi placement, investissement. Et là, c'est un peu pareil, si vous voulez, de 1973 jusqu'à 2023. Alors c'est une niche et c'est aussi eh bien, des valeurs refuges. C'est ce qu'on appelle des valeurs refuges. Alors, donc là, il y a une assurance en fait. C'est que ça bouge pas trop en fait. Puis apparemment, ça ne fait qu'augmenter. Ok, je vous ai parlé de 1973. Je vais revenir un petit peu sur cette date, mort de Picasso, mais aussi crise pétrolière. Et là, à partir de la crise pétrolière, on entre eh bien, dans une crise permanente, jusqu'à aujourd'hui. Et on met tout le monde au boulot, quelque part, après 68. Bien, alors je vais le dire comme ça, il y a aussi la naissance d'Art Press, 1973, et qui, pour moi, est une revue, finalement, fer de lance du néolibéralisme artistique. Et puis, il y a aussi Harald Zeeman, le père, finalement, du curating. Techniquement, il passe, en fait, de conservateur de musée à, vraiment, commissaire d'exposition ou curateur. Donc, finalement, il passe, une espèce de conservateur freelance. 73, c'est une date quand même assez phare. Et là, bien, on accède à la postmodernité. Et en fait, on va créer des mouvements artistiques au sein d'un marché. Second marché, toujours. C'est toujours mais qu'on va appeler aussi ultra-contemporain. Donc là, ça serait le contemporain, l'ultra-contemporain, le moderne, le postmoderne. Okay. Depuis 50 ans, je vais le dire comme ça, de manière radicale, mais il n'y a plus d'histoire de l'art, il n'y a plus d'expertise, il n'y a plus d'acte de création, on s'en fout. Et je pense que on peut se poser la question. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui la posent en fait, concernant une valeur qui ne serait plus liée à l'argent, en fait, mais une valeur qui serait liée à la découverte, à la création et à l'invention.
On en était à une recette de peinture. Et en fait, pour faire cette recette de peinture, eh bien, je me suis inspiré des nouveaux médias, voilà, qui s'appellent Instagram. C'est Instagram, et puis il y a toujours des espèces de recettes sur Instagram. Donc je me suis dit que j'allais proposer une recette de peinture. L'idée, c'est de piquer la toile comme ça, toc. Normalement, ça permet à la peinture de sécher plus vite. Voilà, et puis comme vous voyez, il y a des têtes de chiens. Et l'idée, c'était d'être dans la continuité, se rapportant bien aux plasticiens. Mais on a aussi beaucoup parlé de Spinoza. Et je me suis dit, tiens, ça serait marrant de trouver un titre. Et ça serait Les chiens de Spinoza. La pâte à tarte est piquée. Alors ce sera sans doute une tarte salée, avec du ketchup d'un côté, de la mayo de l'autre. Et là, faut y aller. Alors, faut essayer de laisser un petit peu de place pour l'œil. Alors, je suis absolument pas sûr du résultat. Alors, ouais, il va falloir y mettre les doigts, hein. Toc. Là, c'est pareil. Et là, faire les petites pointes du collier, parce que c'est quand même un chien de garde. Hein. Les chiens de garde qui nous font penser à Paul Nizan. Ah, c'est toujours important quand s'il y a un cadre, faut que ce soit bien rempli. Toc. C'est un chien, effectivement. C'est une peinture. Eh bien, non seulement pour le marché de l'art international, bien entendu, mais aussi pour les transporteurs d'art. C'est une peinture qui va être déjà pré-emballée. Et hop là. Et là, on appuie. Et bien, on la laisse sécher. Mais le séchage, c'est bien 15 jours, en fait. Emballage de la peinture. Et voilà. Et hop, on recommence. La même histoire. Alors d'un autre côté, j'ai pas encore parlé de Hegel, en fait. D'un autre côté, on ne sait pas si ça va être une œuvre majeure, hein, puisque Hegel nous dit, en fait, et que l'artiste aura beau se prendre pour le plus grand créateur, le plus grand génie de son époque, eh bien, s'il ne sert pas à quelque chose pour la société, finalement, il restera inconnu. Et je pense que Hegel n'a pas tout à fait tort. C'est le moment crucial. Hein. Là, j'ai mis un petit peu de rouge ici, il faudrait que ça retombe là. Hop, pim. Voilà pour la démonstration. La revue Laura, il n'y a pas de titre en règle générale. Alors je m'engueule un peu avec mon collègue Jérôme Diacre. Hein, on est deux vraiment coordinateurs de la revue. Hein, Jérôme Diacre a aussi beaucoup d'importance aussi dans la fabrication de cette revue. Et donc là, voilà, je vais faire défiler un petit peu, mais là, voilà, on a Jérémy Bruand, par exemple, hein, une intervention avec de l'herbe fraîche qu'il a disposée sur un mur comme ça pour créer une forme. Là, c'est Téléo. Hein, par exemple. On a Guillaume Lebauble, hein, qui est photographe. Puis la dernière, c'était Nico Tcha, un graphiste de Tours. Et je trouvais la couverture assez belle, avec une vieille cassette des années 80, un groupe aussi des années 80, Public Enemy, un groupe de rap un peu subversif, hein, un peu corrosif. Et puis,
Voilà, c'est cette bande comme ça qui pouvait faire penser aussi à des arabesques. Enfin bon, c'était assez beau. Et c'est une histoire qui dure au moins depuis 20 ans. Et le truc, c'est peut-être raconter une petite histoire, en fait, sur la région. Et quand je dis la région, c'est qu'il y a aussi d'autres acteurs. Et tout ça, ça participe d'une émulation collective. Mais je crois que cette émulation sur 20 ans, elle est due justement à un certain nombre de volontés, autant autour que dans la région. Et cette évolution a eu lieu avec des personnes comme Marie-Claude Valentin, avec l'association Mode d'Emploi. C'est aussi avec des initiatives privées, avec la Morinerie et Annie Catellas. Ça, c'est très clair. C'est aussi des initiatives peut-être plus modestes, mais la Galerie Exio à Tours, c'est aussi, c'est avec pour moi un grand respect avec Benjamin Cadon, créateur de la Labo Média en fait à Orléans. Si Isabelle Carlier à Bourges qui a eu un rôle, ça a quand même donné des initiatives, notamment par le biais de Benjamin Cadon, qui a initié un peu, ce projet qui avait été initié d'ailleurs par Gunther Ludwig aussi. Ce projet qui était de créer une espèce d'agenda numérique de tous les lieux en région centre existants en termes d'art visuel, d'art plastique, et de rendre visible un petit peu ce qui existait sur le territoire quand même. Il y a aussi DDA qui arrive là bientôt, document d'artiste, donc il n'y en avait pas en Val-de-Loire. Et puis il y a même l'idée comme ça d'un projet d'une artothèque, à Tours. C'est une espèce de lutte collective en fait, avec des interactions. Et puis a été mis en place effectivement Devenir Art pour un peu renforcer ce réseau art plastique. En fait, c'est un partenariat qui est fait avec l'AICA, donc l'Association internationale des critiques d'art. Et alors, ça aussi, d'un point de vue social, c'est le fait que les critiques soient payés correctement pour pouvoir faire une série d'articles assez courts, sur des artistes en région, mais localisés sur le Cher, l'Indre-et-Loire, l'Indre, etc. Donc, une invitation et une sélection d'ailleurs de critiques d'art, une sélection d'artistes et une espèce de petites chroniques sur leur boulot. Et la diffusion, elle se fait surtout en région, en papier, mais il y a aussi des consultations sur le net. Celle-là, elle est étrange aussi, comme... Bon. Avec la version noir et blanc. Et ce qu'il a proposé pour la revue Laura, c'est ça. Sachant que pour l'instant, elle n'est pas dimensionnée. Ouais. Ok. Mais voilà. Après, la photo est plutôt bien, donc là, elle passe carrément. C'est assez marrant, ça, comme voilà. image. Tu vois, ça parle, ça. C'est l'extrait, c'est le même film. Ouais. Enfin, c'est la même pièce. Donc, bon, alors, c'est vrai qu'il y a un petit jeu plastique, évidemment. Mais ça rendrait, ça, en noir et blanc. Faut faire l'essai, de toute façon, si on voit pas, ça marche pas, quoi. En fait, c'est inspiré d'Alphonse Allais. Qui s'est inspiré lui-même de Paul Pillot. Et le titre, alors tu te rappelles du titre? Je me rappelle du titre. C'est une capitaliste rouge. Partant de Cerise. De Cerise givrée. Alors ça, c'est un triple hommage. C'est à la fois Alphonse Allais, à la fois Jacques Albert. À la fois Jean Dupuis. Jean Dupuis pour le rouge à lèvres et pour les cerises, puisque c'est Cerise givrée, c'est évidemment pour Jacques Albert. Il y a un superbe nuage. Ah, la lumière a un petit peu disparu, mais c'est pas grave. Un superbe nuage, en fait, de la centrale nucléaire de Chinon. Et pour une définition de l'art, ça me semble parfait. Alors l'idée, c'est que là, c'est provoquer, engendrer, en fait, une émotion, ou du moins un sentiment authentique, sur la base d'une illusion.